L'esprit peut-il influencer la matière? Si oui, en quelle mesure? En d'autres termes, est-ce que le pouvoir de l'intention existe vraiment? N'y a-t-il pas des expériences scientifiques qui ont été faites qui permettraient de confirmer ce pouvoir de l'intention ou de l'infirmer? Et ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que les petits poussins ont justement cette puissance d'influencer la matière? Eh bien, ça va être tout le sujet de ce podcast où on va avoir une histoire, ou je vais dire plutôt une étude scientifique qui a été faite il y a pas mal de temps déjà, en 85, par le futur chercheur, puisqu'à l'époque c'était sur un travail, un sujet de thèse, René Péoc. Et on va voir que ces recherches sont assez étonnantes et nous amènent sur le champ justement de la psychokinèse ou de ce qu'on peut appeler la psychophysique ou les phénomènes psy. En d'autres termes, est-ce que le psychisme, est-ce que la psyché, est-ce que l'intention, est-ce que la pensée a un impact sur le monde réel, sur la matière? Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Et au travers de ce podcast et au travers de mes formations et de mes livres, je te guide à la découverte de tes richesses intérieures et cet univers qui est présent tout au fond de nous et qui nous permet de faire des choses extraordinaires dans notre vie et pas forcément que dans une approche, dirons-nous, matérialiste des choses. C'est ce que l'on va voir. D'ailleurs, en parlant de matérialisme, on va également voir les limites de la recherche, des recherches de René Péoc, et on va voir quels sont les contre-arguments, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'aller voir toutes les approches possibles. Allez, on rentre dans le vif du sujet, et avant de nous intéresser à nos petits poussins et à René Péoc, on va aller du côté des oies. Alors, tu vois, donc on est vraiment dans un univers bien ancré, et René Péoc, donc jeune doctorant, a découvert les travaux de Konrad Lorenz. Et Konrad Lorenz, qui est-il? Eh bien, c'est un éthologue et zoologiste autrichien qui est né au début du XXe siècle. Il est également psychologue et il a reçu notamment le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1973. Et il est connu pour différents travaux, et tout particulièrement la théorie de l'empreinte. Alors, qu'est-ce que la théorie de l'empreinte, ou que l'on appelle également l'imprégnation? En fait, il a découvert un jour, c'était en 1937, il observait des oies cendrées, et il observait l'éclosion de l'œuf d'un oiseau. Et en voyant ce joli petit oiseau qui sort, qui fait piou-piou, il se dit, bon, mais je vais prendre l'oiseau et je vais le ramener à sa mère. Il le pose donc à la mer, juste à côté, et il s'en va tranquillement. Sauf qu'il se rend compte que le petit oiseau, au lieu de rester avec sa génitrice, avec sa mère, cet oiseau décide de le suivre. Et là, il se dit, c'est étonnant, c'est surprenant. Pourquoi est-ce que moi, être humain, est-ce que moi, homme, eh bien, suis-je suivi par ce bébé qui, normalement, devrait instinctivement suivre ou au moins se réfugier auprès de sa mère? Et de là, il a développé ce qui s'appelle le processus d'attachement social, qui dit en d'autres termes que, eh bien, à la naissance, c'est le moment le plus fort, eh bien, se crée cette fameuse empreinte, d'où la théorie de l'empreinte, où finalement, l'animal va s'attacher de façon très forte à la première personne, le premier être humain qu'il rencontre. En d'autres termes, notre chercheur Konrad Lorenz. Et donc René Péoc, fort de ses recherches, a déjà, dans un premier temps, testé à savoir si cette hypothèse est valide ou pas. Alors là, tu vois déjà à ce stade-là, on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport avec l'esprit, la matière? Là, on est juste sur de l'attachement, sur finalement de la psychologie sociale, un petit peu d'éthologie. J'allais te dire,
rien de transcendant, mais c'est pas vrai parce que c'est super intéressant, mais rien qui ne va dans le sens de l'extraordinaire, ou du moins de ce qui semble extraordinaire, qui ne l'est peut-être pas. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Et donc René Péoc commence à faire le test. Il commence à regarder et effectivement, il se rend compte que les poussins naissants ont plus tendance, donc lui il a testé avec des poussins, ont plus tendance à s'attacher à lui qu'à leur mère. Mais il se dit, je vais pousser l'expérience plus loin, et au lieu que le petit poussin puisse me voir à moi, eh bien on va faire en sorte qu'il puisse voir un objet. Donc, il met un objet, et voir si cet objet, et donc il se dit, ben, par défaut on va mettre un objet en mouvement, qui puisse finalement déjà reproduire une forme de comportement, puisque là on est plus dans le comportement, une forme de comportement plutôt animal, eh bien puisse attirer l'attention de notre petit poussin. Et sur son expérience, il semblerait effectivement que ce soit le cas. Sauf que René Péoc, il ne va pas s'arrêter là. Et c'est là que vient justement tout son projet de recherche de thèse qu'il a donc soumis à l'université de Nantes et qu'il a amené donc sur 4 ans d'études qu'il a amené à rendre sa thèse de doctorat au cours de l'année 1985. Et le sujet de cette thèse est la mise en évidence, alors je vais titre, mise en évidence d'un effet psychophysique chez l'homme et le poussin sur le thicoscope. Alors qu'est-ce que le thicoscope? On va voir. Et comme tu peux voir, bon, sans surprise, le titre n'est pas très sexy, mais en même temps, il parle de psychophysique, donc de l'influence de l'intention sur la matière. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus en détail et on va décrire les expériences qu'a fait René Péoc. Il a fait donc plus de 600 expériences. On va y revenir plus en détail. Mais avant cela, allons voir, mais qu'est-ce que ce fameux thicoscope? Alors, thicoscope, pour te l'imaginer, c'est une espèce de cylindre. On pourrait imaginer une boîte de conserve. C'est à peu près la taille d'une boîte de conserve, peut-être un peu plus grand, de couleur verte. Et donc ce fameux thicoscope va prendre le comportement, va mettre en place une forme de mouvement robotique, donc c'est une espèce de petit robot cylindrique, afin que le poussin puisse l'assimiler comportementalement à un être humain. Cet appareil a été fabriqué à la base par Pierre Janin dans les années 75-80. Et donc, il a utilisé, mais il ne va pas s'arrêter là, et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, le thicoscope, son mode de fonctionnement est le suivant. C'est qu'il a tendance à avancer de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'il va avancer dans toutes les directions avec ce qu'on va appeler un mouvement brownien. Alors, qu'est-ce que le mouvement brownien? Mais en fait, pour te la faire simple, le robot cylindrique va avancer en ligne droite pendant un petit moment, puis aléatoirement, il va s'arrêter à un instant T donné. Donc, il va y avoir un moment temporel pendant lequel il va avancer en ligne droite, 10 millisecondes, 1 seconde, 2, 3 secondes. Puis après, il va faire un mouvement de rotation sur lui-même, aléatoire aussi, et il va repartir sur un mouvement en ligne droite. Ce qui fait qu'en fait, notre robot va avancer de façon aléatoire un petit peu partout. Pour pouvoir maintenir l'expérience claire, on va le mettre au travers d'une aire, d'une forme de petit terrain rectangulaire, et on va observer les mouvements de ce fameux thicoscope. Alors, si on observe les mouvements de ce thicoscope de façon, on va dire, classique, donc on va faire un premier point, c'est qu'on va faire une première observation de son mouvement sans influence extérieure. Donc il met le thicoscope à l'intérieur de, on va dire, cette espèce d'enclos rectangulaire, et le thicoscope avance de façon aléatoire un petit peu partout. De temps en temps, il est un petit peu bloqué sur certains bords. C'est très important que je te dise ce petit détail-là, mais rien de spécial. Et ensuite, donc, on va revenir à nos fameux poussins. Et ce que va faire donc Péoc, c'est qu'il va montrer aux poussins le thicoscope à leur naissance, et ensuite, il va mettre les poussins à un angle de ce fameux enclos rectangulaire, donc un angle extérieur, et il va mettre le thicoscope,
et le faire avancer. Et c'est là que vient tout l'aspect incroyable de cette expérience. Ce qui va se passer, c'est que lorsque les poussins qui ont vu le thicoscope lors de leur naissance vont forcément faire des petits piou-piou afin de dire au thicoscope, on veut être près de toi, viens vers moi, viens vers nous, viens vers nous. Un petit peu comme tu te rappelles notre fameux Konrad Lorenz, dont j'ai parlé précédemment, qui avait ce fameux oison qui, lorsque il s'éloignait, l'oiseau venait vers lui. Donc l'animal était automatiquement attiré vers lui. Sauf que les petits poussins, ils sont enfermés dans un petit enclos. Et ce qui va se passer, c'est que donc notre ami René Péhoc va observer les mouvements du thicoscope. Alors dans un monde purement matérialiste, on a tendance à se dire, la pensée, l'intention ne va avoir aucun impact sur le mouvement du robot. Et c'est là que, à la grande surprise de René Péhoc, eh bien, il va se rendre compte au fur et à mesure de ses expériences que l'intention des poussins vont avoir un impact sur les mouvements du fameux thicoscope. Et c'est alors que, au fur et à mesure de ces expériences, donc pour rappel, il y avait plus de 600 expériences qui ont été faites au cours des 4 ans, il se rend compte que le mouvement de ce fameux thicoscope va, à chaque fois qu'il va y avoir un poussin, des poussins qui ont vu le thicoscope à la naissance, vont se rapprocher de l'enclos des poussins. Et c'est ainsi que les mouvements vont certes être aléatoires, chaotiques, mais on va avoir tendance à chaque fois d'aller toujours plus près du bord, de ce fameux bord où se trouvent les poussins. Parlons maintenant chiffres, pour que ce soit plus clair. Donc je te l'ai dit, ça a duré 4 ans, le temps de la thèse de René Péhoc. Il a réalisé 600 expériences avec 2500 poussins. Et il a constaté qu'en moyenne, le robot se déplaçait 2,5 fois plus souvent vers la cage que vers la zone opposée. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'expérience était faite, on constatait cela. Pour aller un peu plus loin, il a également fait d'autres expériences où il a fait en sorte que le poussin voit sa propre mère, et donc des poussins qui donc ont vu leur propre mère à la naissance et ont été en contact avec le thicoscope. Et là, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que lorsque les poussins étaient déjà attachés à leur mère, eh bien, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas d'influence sur le mouvement du thicoscope. Donc, c'est vraiment lorsque le poussin s'attache à la naissance au thicoscope et qu'il l'assimile comme émotionnellement, il assimile à quelque chose de familier. Et d'ailleurs, autre point aussi que je n'ai pas précisé lors de l'expérience, mais qui est toujours bon à savoir, c'est qu'en fait, il a procédé à un conditionnement régulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait des poussins, il leur faisait passer 1 heure par jour avec le thicoscope. C'est-à-dire que vraiment, mode neutre, il y a le petit poussin, il y a le thicoscope, ils sont tous les deux dans le même enclos et on familiarise le poussin avec celui-ci. Donc il y a vraiment ce travail qui a été fait. Et à un moment donné, donc pour rappel, il a fait avec des poussins qui ont vu leur mère à la naissance, qui ont passé du temps avec leur mère, et après avec d'autres poussins qui n'ont pas vu leur mère à la naissance, les pauvres, mais qui ont vu le thicoscope à la naissance et qui ont passé du temps du coup avec le thicoscope, mais pas avec leur mère. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une expérience scientifique qui nous dit que l'esprit, que finalement l'intention, une intention forte, parce que là, c'est quand même pas rien, il faut quand même le rappeler ici, c'est vraiment une assimilation à le lien le plus fort que peut avoir un animal. Donc un animal et un être humain aussi. Donc là, ici, on est vraiment sur cette approche, on est vraiment sur ce lien-là. Et lorsque ce lien-là est fort, eh bien, donc, la psychokinèse, qu'on appelle également effet PK ou psychophysique, fonctionne. Elle est validée, c'est-à-dire que le psychisme va avoir un impact sur le monde matériel. Alors tu pourrais dire à ce stade, bon ben ok, on a la conclusion du podcast, c'est fini, on a compris. Mais sauf qu'on pourrait se poser une question aussi. C'est, est-ce que le travail de René Péhoc, est-ce qu'il est vraiment si fiable que ça?
est-ce que il n'y aurait pas des choses à redire sur ce travail? Et c'est là que vient donc la critique, je dirais, d'un certain Damien Tribouleau, qui, au travers d'un article, invoque un souci sur des effets de bord concernant les différents tracés de ce fameux Tykoscope. Selon lui, et je cite maintenant, la réalité est un peu moins simple ou simpliste. Toute personne sensée comprendra que, dans son mouvement aléatoire, le mobile rencontrera forcément un bord. Étant stoppé par ce bord et ne pouvant aller plus loin, il sera obligé de rebrousser chemin. Fin de la citation. En gros, ce qu'il dit, c'est que lorsque le tykoscope va aller cogner contre des bords, et tout particulièrement contre les bords où se retrouvent les poussins, eh bien, il aura tendance à rester dans cette zone. Puisque tu l'as peut-être remarqué quand tu fais tourner, tu sais, ces fameux robots aspirateurs, à un moment donné, ils sont paumés, ils se retrouvent dans un coin, et on voit qu'ils vont tourner pendant un petit moment dans ce coin avant de pouvoir sortir du coin dans lequel ils sont. Donc ça va être vraiment, on va dire, la critique numéro 1. Et la critique numéro 2, ça va être qu'il va y avoir un tri judicieux des différents tracés obtenus pour permettre de renforcer l'effet. En gros, que ce soit fait de façon sciente ou de façon inconsciente, eh bien, notre chercheur PEOC aurait délibérément choisi les tracés qui allaient le plus à son avantage. Dernier point, il est dit également en termes de critique, c'est que il y a 60%, on va dire il y a 600 expériences, et 600 expériences, eh bien quelles sont les traces, il les a fait dans son coin, dans son laboratoire, il n'y a pas de monitoring de la fiabilité de ces expériences. Alors la grande question c'est, est-ce que finalement le travail de René Péoc a une valeur scientifique ou pas? Est-ce que, parce que c'est quand même pas rien, on parle de l'influence de l'esprit sur la matière, on n'est pas sur un petit sujet, donc est-ce qu'on peut y attribuer un certain crédit ou pas? Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que lorsqu'on voit une critique, eh bien il faut se poser la question, qui est-ce qui fait la critique? Et notre cher Damien Tribouleau, qui n'a pas d'attribut de chercheur ou autre, du moins pas que je sache, appartient à ce que l'on appelle le cercle de la zététique, les zététiciens. Et les zététiciens, pour faire simple, c'est des personnes qui se disent sceptiques, qui vont aller sur défendre l'esprit critique, sauf que pour avoir beaucoup creusé sur ces uluberlus, pourrait-on dire, je vais me faire défoncer par des zététiciens, mais je m'en fous, c'est que en fait, on est sur des personnes qui sont sur une croyance forte liée au matérialisme. C'est-à-dire qu'on est sur une perception sur des biais, donc ils vont utiliser justement beaucoup les biais cognitifs pour arriver à détailler souvent leur position, leur posture par rapport à une approche qui va dans le sens opposé du matérialisme, mais finalement utiliser les biais cognitifs, pointer du doigt les biais cognitifs de l'autre, déjà c'est oublier ses propres biais cognitifs de 1, et de 2, on se rend compte que beaucoup des critiques qui sont faites sont plus de l'ordre de la rhétorique que de critiques véritablement avancées. Plus encore, on peut littéralement qualifier leur approche de scientiste, c'est-à-dire que et tu pourras le regarder à chaque fois qu'il y a des études, et notamment il y a des centres de recherche très intéressants en parapsychologie qui sont présents en France et un petit peu partout dans le monde. Et les critiques qui vont se faire sont de ceux qui se font appeler sceptiques, qui pour moi sont, qui eux-mêmes vont parler de pseudosciences, qui sont des pseudo-sceptiques, parce que c'est pas ça le vrai scepticisme. Le vrai scepticisme, c'est celui qui ne part pas avec un biais énorme lié à ses propres croyances personnelles au départ. Et plus encore, on est donc sur l'idée de vouloir détruire détruire des études afin de valider une croyance qui est la leur. Donc voilà, moi j'appelle ça du scientisme, et typiquement en fait ici on est là-dessus parce que on va aller un petit peu plus loin, et donc effectivement les critiques qui sont faites, déjà de qui sont-elles faites, et derrière on arrive sur cette histoire qui devient assez drôle là-dessus, donc forcément à chaque fois il va y avoir un contrepoids, mais en même temps
on va pas minimiser non plus le contrepoids, et c'est pas pour rien que je te l'ai donné ici, parce que je veux quand même que ça ait une valeur sur ce podcast et sur notre échange entre nous. Parce qu'il y a quand même une utilité, il y a quand même une nécessité à un moment donné d'avoir une pensée critique ou une pensée opposée qui permettent de toucher du doigt les limites ou les exagérations ou les excentricités qui peuvent être faites sur des sujets qui sont des sujets importants. Donc c'est super important d'avoir la critique, c'est super important de pouvoir l'alimenter. Maintenant, quelle est la valeur de l'expérience en elle-même et quelle est la valeur de la critique? Et alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Tout d'abord, on va aller sur un autre article que je vais te mettre en description aussi, qui est de la critique de la critique, qui est un article donc, qui a été fait par Pierre Marcia, qui a notamment travaillé à l'Institut Métapsychique International. Et donc, il nous dit que sur cette fameuse critique de Monsieur Tribouleau, par exemple, la première chose, c'est que le mobile rencontrera forcément un bord. Il dit, je cite, « Dès le départ, nous trouvons là une affirmation sans fondement réel. En effet, les tirages de longueur d'onde, alors je ne vais pas aller dans les détails, étant aléatoires, rien n'autorise à prétendre que le tégoscope touchera nécessairement un bord. » Donc là, déjà, il y a quelque chose qui est faussé. De plus, ce qui est ironique, c'est que la personne qui a fait la critique critique justement le fait que Péoc aurait fait des sélections sur ses recherches, sur ses résultats de thèse, alors que lui-même, le gars de la critique, fait une interprétation sélective des différentes choses qui sont données. De plus, rappelons ce qu'a dit Péoc sur ses recherches, c'est qu'en moyenne, le robot se déplaçait 2,5 fois plus souvent vers la cage que vers les zones opposées. Ça veut dire que oui, effectivement, à un moment donné, il va rencontrer des bords, oui, à un moment donné, il va rester bloqué dans des bords. Cependant, ça va être le cas aussi bien sur un moment où il va y avoir les poussins d'un côté en jeu, que sur le moment où il ne va pas y avoir les poussins en jeu. Donc ça fait partie des différentes choses. Bon, il y aurait bien d'autres choses à critiquer, mais ou du moins à critiquer au travers de la critique. Et c'est pour ça que je vais te mettre l'article de recherche juste en dessous. Comme ça, tu pourras voir, donc tu retrouveras la thèse de René Péoc, ainsi que la fameuse critique, disons, de la critique de notre ami qui est super intéressant, Pierre Macias. J'ai dit Marcias, Pierre Macias. Un autre point intéressant aussi à voir d'un point de vue statistique pour renforcer l'intérêt et la validité du travail de René Péoc, c'est ce qu'on appelle la valeur P ou la P-valeur, qui est un concept de statistique qui parle d'une probabilité que le modèle statistique soit sous l'hypothèse nulle. En d'autres termes, je vais vraiment te simplifier et vulgariser, donc forcément ce que je vais dire sera un petit peu loin on va dire, de l'explication la plus juste possible, mais en d'autres termes, cette fameuse p-valeur permet de voir, on va dire, le pourcentage de décalage ou d'erreur entre, je dirais pas d'erreur, non, je dirais plutôt la probabilité que finalement, lorsqu'on va comparer deux situations, je reprends les deux situations, la situation sans poussin avec notre fameux ticoscope et la situation avec poussin plus ticoscope, à quel moment, eh bien, finalement, on va avoir donc on voit une différence, on observe une différence entre les deux ensembles, mais est-ce que cette différence-là, elle est suffisamment forte d'un point de vue statistique pour dire que dans le cas où il y a des poussins, eh bien effectivement, il se passe quelque chose de différent. En d'autres termes, est-ce que c'est pas juste une question de hasard et est-ce qu'il y a vraiment une vraie différenciation? Donc ça, la p-valeur, elle va être utile pour plein de choses, comme par exemple avec les fameux tests de médicaments, on va rajouter un placebo pour voir à quel moment il y a cette différence, ou lorsqu'on va faire un test entre on va dire la situation A et situation B et voir vraiment quelle va être la différence. Et à un moment donné, effectivement, les chiffres vont être un peu différents. Mais je vais te prendre un cas concret. Admettons que tu veux tester 2 dés à 6 faces. Tu jettes le premier dé il fait 1, 6, 4. Et tu jettes le second dé il fait 6, 6, 6,
5, 4. Ben, si tu n'en restes qu'à ces, on va dire, ces 4, 5 premiers essais, eh bien tu vas avoir à dire, ben oui, en fait, le dé numéro 2, il est faussé, ou du moins, il a plus tendance probablement à aller sur le 6, le 4 et le 5. Alors qu'en fait, c'est juste ici qu'il n'y a pas eu suffisamment de tests pour voir finalement s'il y avait une véritable différence. Donc c'est juste le hasard qui a fait que, eh bien, on a une telle différence. Et donc dans le cas de l'expérience de René Péoc avec ses poussins, donc pour rappel, on était sur 600 expériences et il a réussi à avoir une p-valeur qui est de 0,01, qui est qui est égal ou inférieur à 0,01, c'est-à-dire à moins de 1%. Ça veut dire en d'autres termes, on appelle ça une très forte présomption contre l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que d'un point de vue probabilistique, il y a une infinité de chances que finalement les résultats qu'il a eu avec les poussins soient dus au hasard. Donc il y a là, d'un point de vue statistique, on est en train de se confronter à une situation où il y a deux cas, un cas avec poussin, un cas sans poussin, et clairement, il y a une différence qui est là, qui est faite et qui est analysée par des chiffres. Alors tu vois, donc là on a tout cela pour amener à cette question. Donc est-ce que l'esprit peut influencer la matière? Selon l'étude de René Péoc, oui. On a vu une critique qui dit oui, mais en fait ce qu'il dit est faux. Puis une autre critique qui dit oui, mais en fait la critique n'est pas suffisamment construite. Et puis finalement on voit que l'expérience est solide. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, et c'est ça aussi, c'est clair, ce que je t'ai donné ici, ce n'est que finalement un exemple que j'ai trouvé passionnant, c'est pour ça que j'ai voulu te le partager ici au travers de ce podcast, un exemple passionnant parmi tant d'autres, et des études scientifiques qui ont été faites sur la psychophysique, sur la psychokinèse, il y en a à l'appel. Certes, elles vont être également démontées, ou du moins il va y avoir des tentatives d'être démontées par des cercles de zététiciens, de pseudo-sceptiques, de scientistes, peu importe, sous justement la valeur scientifique. Mais ce qui est intéressant, et c'est justement ça, ce dernier point où je voulais en venir, c'est que ces études sont d'autant plus intéressantes que ce qui se passe, c'est que on est sur finalement un domaine sur lequel la critique et, on va dire, les polarisations de croyances et l'agressivité, je dirais en général, est très forte. Parce qu'on est dans un monde spiral dynamique, on est dans un monde très orange, avec le dogme bleu qui est encore présent. Bon, si tu veux en savoir plus spiral dynamique, tu as les liens en description. Et en fait, d'un point de vue du contexte actuel, ça s'explique on va dire cette forme de dogmatisme matérialiste, parce que c'est ça dont on parle. Mais ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est que justement, toutes les études de parapsychologie, toutes les études comme celle de Péoc et autres, d'ailleurs il le confie lui-même, sa thèse, elle est super, mais en gros il disait, si vous voulez continuer dans la recherche, il ne faut pas faire une thèse comme j'ai fait moi, c'est une très très mauvaise idée. Donc il a été très courageux. Et au-delà de ça, ce que je voulais en venir, parce que là je fais de la digression sur digression, c'est que en fait les critères de pertinence, cette fameuse p-valeur dont j'ai parlé, les critères d'exigence sont beaucoup plus forts. Les chercheurs justement en psychophysique et un phénomène psy le disent eux-mêmes, les critères sont beaucoup plus, la barre est beaucoup plus élevée que sur n'importe quelle expérience qui va être faite, parce que on est à la limite de l'inexpliqué, à la limite de l'incroyable. Voilà donc j'espère que tout cela aura pu t'aider, aura pu t'amener sur vraiment cette idée de la pensée, de l'esprit qui a un impact sur la matière. Et j'ai envie de dire, voilà, si l'esprit d'un poussin peut arriver à faire ça, si l'esprit d'un poussin peut arriver à orienter le déplacement d'une machine, imagine ce que peut faire notre propre esprit. Je n'ai pas expliqué dans ce podcast pourquoi. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qui peut l'expliquer? On peut avoir différentes théories. Certains vont utiliser la mécanique quantique, d'autres vont avoir d'autres théories derrière.
peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène qui est là et qui dépasse la matière. Il y a aussi un champ qui est le champ de l'invisible. Et c'est intéressant de voir que finalement, on peut avoir cette approche qui peut mêler, et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast comme ça, entre la science, la psychologie et la spiritualité. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment pouvoir toucher, sentir et interagir avec ce monde de l'invisible et justement avec ce monde où l'esprit, où l'intention, où notre volonté, où nos émotions, nos sensations ont un impact sur la matière, mais je ne peux que t'inviter à regarder le premier lien qui est dans la description sur Connexion à l'invisible que l'on te présente avec Carla. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. N'hésite pas, si tu l'as aimé, à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées à tout cela, qui pourraient être sceptiques aussi sur ces sujets-là, ou qui justement aimeraient, des personnes qui ne sont pas sceptiques, mais qui aimeraient avoir justement quelque chose qui dit oui, ça marche, ça existe, et c'est là. Et puis si tu as aimé aussi, dis-le moi en commentaire si tu veux d'autres sujets de ce style-là. Et si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast, mets-moi une note, c'est toujours très utile, un 5 étoiles ou un like, ou je sais pas, c'est la fonction de là où tu le regardes, où tu l'écoutes. Voilà, c'était un plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un sujet tout aussi passionnant. Ciao!